Et ce matin, nous recevons un gentiluomo, un grand intellectuel et linguiste italien. Buongiorno, Raffaele Simone. Bonjour. On se souvient, Raffaele Simone, de la publication de votre essai très remarqué, d'ailleurs d'abord en extrait, on va dire, dans la revue Le Débat, puis chez Gallimard en 2010, Le Monstre Doux, où vous alertiez vos lecteurs sur la droitisation de l'Occident et en parallèle sur l'affadissement, l'affaiblissement de la gauche dans nos démocraties. Et vous voici 2 ans plus tard avec un nouvel essai chez Gallimard qui paraîtra au mois de novembre, pris dans la toile. L'esprit au temps du web. Non, ça n'est pas le nouveau scénario de Spider-Man 3, c'est un livre qui interroge notre pratique du web et qui propose une réflexion sur la façon de faire politique aujourd'hui grâce à aux nouvelles technologies et puis à l'essai original et pointu qui nous a envie d'élargir le débat avec vous. Mais enfin, nous allons vous faire travailler comme nous l'avons fait 2-3 fois avec vous, comme notre correspondant quasiment à l'Italie des matins, puisque vous êtes de passage à Paris. Il y a des actualités, une actualité italienne, prendre des nouvelles. Le 8 novembre 2011, il y a presque un an, Silvio Berlusconi donnait sa démission de chef du gouvernement italien. Le président de la République, Giorgio Napolitano, nommait alors Mario Monti à la tête du gouvernement. Et depuis un an, Mario Monti et ses ministres dits technicien, je vous demanderai comment vous interprétez ce mot, essaie de remédier à la crise qui frappe l'Italie avec 2 mots d'ordre, réforme et austérité, tout cela en attendant les élections prévues pour le printemps prochain, ça finira par arriver, dans un climat politique assez flou, entre préparation de primaires pour la gauche, malentendu au sein de la droite, et c'est tombé hier soir, l'abandon de Silvio Berlusconi, notamment de conduire ces élections, et puis sa déclaration, je ne briguerai pas, je ne reviendrai pas au gouvernement. Raffaele Simone. Je crois que c'est une fausse nouvelle parce que lui, il était déjà hors des jeux. Son parti lui-même avait, de manière assez claire, fait comprendre que son chef historique était en marge du parti même. La disgrâce politique et personnelle dans laquelle il était tombé l'année passée l'avait complètement terrassé. Donc, sa position à l'intérieur du parti était très faible. Et on était, les siens, très impatients de se libérer de lui. Le problème, c'est qu'il n'y a pratiquement personne qui puisse le remplacer, lui. Au sein de la droite... au sein de son parti lui-même. Au sein de son parti lui-même, oui. Du fait de son charisme personnel, de son énorme richesse qui lui a été extrêmement utile dans le fonctionnement du parti et d'autres affaires, et pour ce qui est de la personnalité des gens qui se présentent. Les 2 ou 3 personnes qui ont déclaré se porter candidat pour le remplacer semblent d'une extrême modestie, et donc l'aspect qui doit nous inquiéter, là, il faut faire fête parce que Berlusconi nous libère de lui. Il dit parce qu'il aime beaucoup l'Italie, alors ça veut dire qu'il considère que l'Italie sera mieux sans lui. Ça, c'est déjà un signe d'intelligence. Mais il faut s'inquiéter parce que la succession n'est pas du tout claire. Et donc, la droite italienne va rester sans un chef et aura, elle, du mal à en trouver un ou une de la même envergure. La situation, Raffaele Simone, est-elle plus claire à gauche ? Est-ce que la gauche serait prête aujourd'hui ? Est-ce que les Italiens seraient prêts à faire confiance à la gauche aux prochaines élections dans le monstre doux, vous disiez en 2010 que cette gauche-là, italienne mais aussi européenne, s'était tellement affadie. C'est une gauche light, comme je l'ai défini dans mon livre. Malheureusement, la situation de la gauche italienne n'est pas meilleure que celle de la droite. Il y a pas mal de personnes qui se sont portées candidates avec des polémiques internes détestables. Il y a peu de personnalités fortes et réellement significatives. Il y a ce jeune homme, Matteo Renzi, qui est un démocrate chrétien finalement, et donc il fait partie de la gauche que nominalement. Il y a la gauche radicale représentée par Nichi Vendola, qui également se trouve un peu en marge. Donc la situation est extrêmement fragmentée, aussi bien dans la droite que dans la gauche. Vous n'oubliez pas quelqu'un ?
De qui parlez-vous? Beppe Grillo et Écoutez, le Movimento 5 Stelle. Mais vous n'en parlez pas parce que ce mouvement a du succès en s'appuyant sur Internet et qu'évidemment vous voyez Internet comme une sorte de monstre froid et pas doux. Alors, Beppe Grillo. Beppe Grillo, ça nous inquiète beaucoup. Ça nous inquiète beaucoup parce qu'il a un succès médiatique et populaire très fort. On rappelle qui c'est un humoriste au départ qui a initié ce mouvement. Il est un comédien qui à un certain moment a commencé à dénoncer les scandales, les ajustements négatifs des industries, des multinationales, etc. Et qui au fur et à mesure s'est formé une réputation politique importante en créant un mouvement qui s'appelle 5 Stelle, les 5 étoiles, qui s'est installé dans quelques villes aux élections locales dernières et qui, de jour en jour, augmente son consensus dans le domaine politique. Grâce aux réseaux sociaux, Monsieur Simone. Grâce à ça. On en discutera après, je pense, n'est-ce pas? Ça, c'est pas bon signe d'ailleurs. Donc, ça, c'est un argument à mon avantage, dirais-je. Et de toute façon, lui, il a à ce moment, le 25, 27, 30% de consensus dans certaines régions comme en Sicile. Comme il n'a pas de programme politique, mais il ne fait que démolir le peu que nous avons, dans le bien et dans le mal, je crois qu'il interprète d'une façon absolument parfaite une des cordes qui sont typiques de la tradition italienne populaire, c'est-à-dire la corde du vandalisme institutionnel. Ça n'est pas un fou du roi. Tout casser, vous le voyez comme un vandale. Pour changer. Le changement au prix d'une destruction générale. Il n'a pas une seule idée positive, hein, et donc son programme est nul. Il n'a qu'un programme de démolition. En plus, au-delà de lui, qui est le chef du mouvement, mais a déclaré plusieurs fois qu'il n'a aucune intention de se porter candidat, les siens, son peuple, c'est-à-dire les gens qu'il place dans les villes qu'il présentera aux élections politiques prochaines, sont d'une modestie absolue. Et donc, il n'y a pas de personnalité. On voit pratiquement personne pour l'instant. Et donc, c'est un parti qui n'est formé que par sa tête. Il n'y a rien au-delà de cette tête. Et s'il ne voulait rien d'autre que cela, justement, comme, après tout, tenir le rôle de l'humoriste? Vous n'y croyez pas, ça vous fait pas rire, Beppe Grillo, j'ai l'impression. Pas du tout. Je le trouve, si je peux dire, un peu sinistre, parce qu'il n'annonce que des destructions. Sinistre, ça veut dire gauche, c'est ça. et comme en Italie, nous avons vu plusieurs fois des situations pareilles, on pense simplement au fascisme, on pense, l'analogie un peu forte, mais la situation était tout à fait égale au début de Berlusconi, qui lui aussi, il s'est présenté comme quelqu'un qui voulait détruire pour reconstruire. Mais en ce cas, nous avons un pur programme de vandalisme, c'est-à-dire élimination, terrassement de quoi que ce soit. Après, on verra. Alors, il y a l'humoriste Beppe Grillo et puis il y a le très sérieux. Ringrazio molto il Presidente della Repubblica per la fiducia accordata alla mia persona con l'incarico di formare il nuovo governo. Intendo adempiere a questo compito con grande senso di responsabilità e di servizio verso il nostro Paese. Voilà, Mario Monti, en novembre 2011, le 13 novembre, le jour de son investiture, qui depuis mène une politique de rigueur et d'austérité avec un gouvernement de techniciens. Il semble pour l'instant que la popularité de Mario Monti soit très bonne en Italie, que les réformes engagées semblent commencer à apporter quelques fruits, et même notamment l'idée de la taxe financière pour laquelle l'Italie plaide avec de nombreux autres pays et qui a été encouragée, qui est adoptée par Bruxelles. Alors Mario Monti et ses techniciens. Le terme technicien est un terme ambigu. Dans ce cas, c'est tout à fait évident parce qu'ils sont des techniciens qu'au sens qu'ils n'ont pas été élus. Mais pour le reste, il s'agit d'un gouvernement pleinement de droite. C'est une droite éduquée par rapport à une droite non éduquée comme la précédente. Mais il s'agit d'un gouvernement pleinement de droite et concentré exclusivement sur la dimension économique. Toutes les autres dimensions dont le pays vit, la culturelle, l'éducation, l'industrie,
la dimension militaire, l'administration publique, etc., sont actuellement pratiquement abandonnés. Surtout la culture, éducation, université, biens culturels, etc., tout ça se trouve dans un état d'abandon déplorable. Donc, nous observons que Monti, il est en train de redresser les comptes publics au prix d'énormes sacrifices de la part de la population. Il n'a pas touché aux fortunés, pas du tout. Il s'est refusé à maintes reprises de mettre main à ce sujet qui est très délicat parce qu'il n'aurait pas de majorité dans le Parlement s'il touchait à ce sujet, mais finalement en ignorant presque complètement les dimensions qui ne soient pas des dimensions économiques. C'est ça qu'on observe avec un peu de tristesse, parce que les biens culturels, par exemple, ils sont une richesse énorme, ils sont dans une situation d'abandon, et Ça ne date pas de Mario Monti, quand même. Mais ça dépend de son gouvernement. Oui, mais ça dépend de son gouvernement. Et comme il s'agit d'un gouvernement d'émergence, et comme la situation des biens culturels est une situation d'émergence, on attendait qu'il ferait quelque chose. Ils n'ont jusqu'à ce moment rien fait. D'aucuns vous diront tout de même, Raphaël et Simone, et que certes il y a les vieilles pierres, mais enfin il y a les gens. Le rapport Caritas Italie, l'équivalent du Secours populaire français, a publié le 17 octobre un rapport qui souligne qu'en Italie on assiste à l'apparition de ce qu'on appelle des nouveaux pauvres, donc les retraités, les personnes âgées, les femmes au foyer, des chômeurs, des familles entières. Et Marcel Palovani, dans le Nouvel Observateur, titrait notamment que ces nouveaux pauvres étaient au départ des gens normaux d'une petite bourgeoisie d'à côté qui est en train de... C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et on l'observe dans les villes, il y a les marchés, les magasins qui ferment, les gens n'achètent plus rien pratiquement, il y a une réduction visible de l'activité économique au niveau personnel. Parce que, disons, les impôts qu'on nous a mis sont tellement lourds que quelqu'un peut pas faire front. Par exemple, les impôts sur la propriété immobilière, et ça est devenu d'un jour à l'autre quelque chose d'intolérable. Et il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour la payer tout en possédant un immeuble. Donc il y a ce type de paradoxe que l'argent, au lieu de le prendre où il se trouve, ils prétendent de le prendre où il ne se trouve pas. Ça crée une situation typiquement de droite qui crée des protestations, des agitations et des problèmes. Et pourtant, on dit que Mario Monti a redonné une bonne image de l'Italie, une image industrieuse, sérieuse, responsable. Comme image internationale, ça c'est absolument sûr. Il est présentable, il est raisonnable. Il paraissait plus sérieux qu'il y a 2 ans la dernière fois. Bien sûr, il est lucide, il parle bien, même si d'une façon un peu frigide. Mais c'est son activité qui nous déçoit. C'est son activité qui nous déçoit. Et donc, chez quelqu'un, par exemple moi, mais je ne suis pas le seul, il y a une attitude de perplexité très grave vis-à-vis de ce gouvernement. Mais beaucoup d'inquiétude pour ce qui est du futur politique au sens propre de notre pays. Une question à Agnès Benassi-Kéré ? Oui, ça interpelle un petit peu. Prendre l'argent là où il est, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ? Est-ce que c'est de l'évasion fiscale ? Ou est-ce que... C'est notre Madame Économie. Oui, j'ai bien compris. L'évasion fiscale d'un côté et les fortunés de l'autre. Oui, mais vous avez dit il ne faut pas prélever sur la propriété résidentielle. Non, il faut prélever sur la propriété immobilière, mais en faisant des distinctions entre les gens qui n'ont pas d'argent et qui n'ont qu'un appartement et les gens qui ont d'énormes propriétés immobilières et qui ont de l'argent pour payer les impôts. Il y a des différences. Mais quelqu'un qui se préoccupe du logement, en particulier des peu fortunés, dira très bien, ceux qui ont un grand appartement mais pas l'argent pour payer les impôts, donc à le vendre et se replier sur un plus petit. Il n'est pas facile de vendre et laisser les un grands grand appartements en ce moment. Raphaël et Simone ? Oui, mais j'observe qu'il n'est pas facile du tout de vendre un grand appartement en ce moment. Il y a une baisse du marché immobilier énorme. Donc la situation économique est en crise, mais je dirais en plus que la situation morale de la population italienne est en déclin en ce moment. Tout le monde est découragé. France Culture, 8h17, 18 minutes. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc Vinchet. Et donc vous avez lu Pris dans la toile de Raphaël et Simone. Et oui, et cet ouvrage fait suite au numéro du débat sur le livre numérique qui était paru en mai-août 2012 et le complète assez bien. Or, dans ce numéro de mai dernier du débat, donc, Caroline Leclerc relevait un changement des pratiques de lecture des étudiants. Dans une France de 2012 où leur nombre s'est accru de manière spectaculaire, écrivait la directrice éditoriale des éditions Armand
Chermont-Collin, on aurait pu s'attendre à une nette progression des ventes d'ouvrages d'introduction générale aux sciences humaines. Or, toutes les collections de Chermont-Collin, comme la plupart des maisons qui ont des secteurs spécialisés dans les sciences humaines, enregistrent de sensibles baisses de leurs ventes. Et ce phénomène s'est manifesté, poursuivait-elle, avant même l'arrivée d'Internet. Il y a longtemps que les étudiants ont pris l'habitude de grappiller des pages isolées en les photocopiant. Et bien sûr, Internet a aggravé les choses. En moyenne, les étudiants, dit-elle, passent 26 heures par semaine sur Internet. Autant d'espace retranché à la lecture, écrit-elle. En outre, Internet a diffusé une culture de la gratuité qui fait qu'on ne veut plus payer davantage pour les livres que pour la musique ou pour la presse. Et Caroline Leclerc de conclure, je la cite, « Les processus d'acquisition du savoir seront différents, faits de lecture sur Internet, d'informations trouvées sur Wikipédia, recoupées avec des articles de revues libres d'accès. Il est clair que les processus d'apprentissage n'ont plus rien à voir avec la lecture linéaire et la constitution d'un socle général de connaissances progressives. » Fin de citation. Tous les enseignants du supérieur se plaignent de voir leurs étudiants prendre pour le nec plus ultra des connaissances actuelles un simple article contributif sur Wikipédia et de retrouver des paragraphes entiers de revues recopiés et collés dans les travaux qu'on leur rend. Or, le savoir, dans la conception humaniste classique, est un cheminement personnel à travers lequel l'individu se forme. La Bildung ne se résume nullement à une simple accumulation de connaissances, elle implique un perfectionnement de la personnalité, une formation de soi au contact des grandes œuvres de l'esprit. Détenir sur sa liseuse tous les grands classiques de la littérature européenne est en soi une prouesse technique extraordinaire, mais le type de lecture qu'induit Internet avec l'habitude des navigations-divagations ne permet pas l'attention suivie qu'exige la lecture d'un ouvrage savant dans le cadre feutré d'une bibliothèque. Nous butinons d'une information à l'autre, nous nous arrêtons pour éclairer un détail, dérivons sur Wikipédia et pour finir, nous avons oublié le texte dont nous étions partis, confesse pour sa part Antoine Compagnon, toujours dans ce numéro du débat. Comme vous l'écrivez vous-même, Raphaël et Simone, la médiasphère fait prévaloir le papillonnage sur la concentration. Tout cela est indéniable. Mais vous n'ignorez pas que d'autres excellents auteurs nous promettent au contraire un nouvel âge, un humanisme numérique, comme Milad Douéhi, car le livre numérique ne sera pas exactement un livre. Comme la voiture automobile imitait la voiture à cheval, le livre numérique comporte encore des pages numérotées, défile horizontalement et fait l'objet d'une lecture passive, mais de plus en plus, il sera interactif, remis à jour, réécrit par son auteur, mais aussi par ses lecteurs, et surtout, il est déjà beaucoup plus qu'un livre, puisqu'il peut comporter d'autres contenus, cartes, images, vidéos, liens, hypertextes, etc. Et ainsi nous donner envie de redécouvrir des pans entiers de notre culture en les enrichissant. Je rêve personnellement d'une édition numérique de mon cher Plutarque, enrichie de reconstitutions virtuelles de ses héros en pleine action sur le forum ou sur les champs de bataille. C'est pourquoi il est possible d'espérer qu'au lieu de liquider la culture humaniste comme vous le craignez dans votre livre, le numérique lui offre une ultime chance sur le mode de la longue traîne qui fait qu'une œuvre ancienne, reléguée parce que trop peu demandée, retrouve soudain un public. La chronique de Brice Couturier à télécharger sur franceculture.fr. Raphaël et Simone. La description qui vient d'être donnée de la substance de mon livre est tout à fait correcte. Ce que je tendrais pour ma part à refuser gentiment, c'est l'attribution d'une attitude de pessimisme systématique qu'on me donne tout le temps. Ce que je fais dans ce livre, comme dans le précédent que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est d'inviter les gens à réfléchir sur une révolution technologique qui, après avoir montré son visage de révolution technologique, nous montre son deuxième visage, c'est-à-dire de révolution éthologique et écologique. Ce que j'appelle là, par brièveté, la médiasphère, c'est-à-dire le monde des médias qui nous encercle et en ce sens forme une sphère, c'est de modifier notre environnement immédiat et de modifier notre manière de nous comporter. Par exemple, pour ce qui concerne l'écologie, l'environnement, le concept de privacy, c'est-à-dire des sphères personnelles, est tout à fait modifié par l'emploi des médias numériques, parce que, par exemple, lorsqu'on est à côté de quelqu'un qui voit un film dans un iPad ou sur un téléphone,
on est obligé de voir ce que ce monsieur, cette dame est en train de voir, et donc son espace personnel est pénétré, subit l'ingérence de l'espace personnel de quelqu'un d'autre. Tout est venu du train. Hein, un voyage en train, un jour, vous fait, et c'est le préambule de votre livre, vous fait pousser une sorte de cri intérieur en observant tous ces gens un peu hagards devant des lumières bleutées, tâtonnant leurs objets et vous obligeant, vous, par moments, à voir des choses que vous n'avez pas du tout envie de voir à cause de la brillance de l'écran. Oui, ça c'est une sorte de parabole, ça m'est réellement arrivé, ça m'arrive et nous arrive tous les jours, effectivement, en train ou dans un avion. Il y avait même ce jour-là des gens, des couples, qui communiquaient entre eux, l'un à côté de l'autre, par ordinateur. Et donc, ils s'échangeaient des messages à 20 cm de distance. Ça me semble une modification très importante de l'environnement. Mais en plus, je discute dans ce livre les modifications que la médiasphère a apportées dans le domaine du comportement. Par exemple, pour ce qui concerne surtout des opérations cognitives majeures, telles que la lecture, l'acquisition du savoir, la conservation du savoir, la notion de texte. Vous venez de dire, monsieur, que le texte, le livre électronique peut être, lui, modifié par le lecteur. Ça, c'est une opération majeure. Quelqu'un, les philologues, pourraient dire, horreur, le texte, lui, il est sacré et il n'y a personne qui puisse s'y insérer et le modifier. Quelle que soit la position, l'évaluation qu'on donne à ce phénomène, c'est un phénomène d'une énorme importance parce que ça signifie que le texte, la notion même de texte sur lequel des siècles ont contribué à élaborer le concept que nous avons en ce moment, est complètement modifié. Le texte n'est pas une entité close, fermée, mais redevient ouvert. C'est pas nouveau, Umberto Eco, votre compatriote, dit ça depuis longtemps, l'œuvre est ouverte, et combien d'auteurs ont des regrets par rapport à leur texte publié en disant, si j'avais pu, je le changerais. Je relisais tout récemment Evelyn Waugh, Brideshead Revisited, il dit dans sa préface, c'est un livre que j'ai publié, j'étais encore jeune, il a eu beaucoup de succès, donc je n'y touche pas, mais je le trouve extrêmement mal construit parce que je l'ai écrit pendant la guerre, j'étais dans une caserne, et j'avais pas les moyens de travailler sérieusement. Si je pouvais, je le retravaillerais, parce que je le trouve extrêmement mal bâti. C'est formidable aujourd'hui, le même Evelyn Waugh avec les moyens modernes, il republierait son texte tout simplement, il le retoucherait jusqu'à la fin de ses jours. Raphaël et Simone. Ce qui fait que je fais allusion, c'est la possibilité de modifier le texte de la part d'autres personnes que l'auteur. Et donc ça, c'est une violation majeure. Parce que l'auteur, lui, il a tout le droit d'y remettre les mains et de modifier ce qu'il veut. Les autres personnes, qui ne sont pas des auteurs, peuvent actuellement contribuer à modifier le texte de quelqu'un d'autre. Ça me semble un saut énorme par rapport à la tradition qui a employé des siècles pour définir le concept actuel de texte, c'est-à-dire une entité fermée qui n'appartient qu'à son auteur. Mais un autre sujet qui m'intéresse beaucoup et que je discute dans ce livre, c'est la façon de se former de la connaissance, surtout chez les jeunes. Et vous vous référez pour cela d'ailleurs même à Platon, hein, où le changement est en train d'avoir des effets notamment sur les contenus et de la connaissance, mais aussi sur la façon dont elles sont organisées. C'est cela que vous craignez. C'est ça. Non, c'est un phénomène déjà en cours. Nous avons tout juste écouté des phénomènes, la manière de construire les textes de la part des jeunes. Ils ne font que coller, couper et coller. Donc, le couper et coller est devenu une opération qui était à son début une opération pratique de très bas niveau, est devenue une sorte d'épistémologie générale. C'est-à-dire le texte, il n'a plus le droit. Il ne revendique pas le privilège d'être connu en entier, mais il n'est qu'une variété de fragments. On y entre, on y bricole, on prend ce qui nous paraît nécessaire et on le monte froidement sans savoir d'où il vient et quelles sont les relations qu'il a avec le reste. J'aurais dû, préciser plutôt que vous êtes professeur de linguistique à l'université de Rome 3. Est-ce que vous l'avez constaté, ce que vous dites là, sur vos étudiants, sur la longue durée? Est-ce que vous constatez cet effet-là? Tout à fait, tout à fait. C'est un phénomène qui a débuté il y a 15 ans et qui, en ce moment, se trouve dans son triomphe, dirais-je.
Mais justement, alors vous critiquez Platon, c'est amusant parce que vous référez à Platon, mais le Phèdre de Platon, c'est une critique du passage de la philosophie de l'oral à l'écrit. Platon dit, quand on va cesser d'enseigner la philosophie, enfin c'est Socrate qui dit ça, en fait, pas Platon, parce que Platon précisément il écrit lui, mais Socrate ne voulait pas écrire, et Platon, en bon socratique, dit, en passant, un des personnages du dialogue dit, en passant de l'enseignement oral à l'enseignement écrit, nous allons perdre ce qui est essentiel, c'est-à-dire la mémoire. Parce que, comme les choses seront consignées par écrit, nous n'aurons plus besoin de les apprendre par cœur. Donc, on voit bien que c'est une position qui est extrêmement régressive, parce que de toute façon, l'écrit s'est imposé, et ensuite l'imprimé s'est imposé. Donc, est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde que vous menez, vous aussi, comme ce personnage du Phèdre? Ah, ça c'est possible. Raphaël et Simone. Je l'admets volontiers, hein. Je sais bien d'ailleurs que c'est une guerre perdue parce que je suis presque seul dans ce type de bataille, mais mon objectif à moi, c'est pas de changer le cours de l'histoire, mais de faire réfléchir les gens qui décident, surtout dans le domaine de l'éducation, que la révolution numérique n'est pas seulement une chose positive. Il y a des aspects qui sont douteux, des aspects ambigus, des aspects dangereux sur lesquels... Vous dites qu'un jour ou l'autre, elle montrera sa véritable face. Écoutez, de quelle face à mon avis, sa véritable face, elle se manifeste déjà. Par exemple, la destruction dans l'esprit des jeunes de l'idée de texte, à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, est un phénomène déjà absolument accompli. Et il sera impossible de récupérer quelque chose de ce que nous savons pour ce qui concerne la nature des textes. Un autre aspect qui me semble... D'autres vous diraient, pardon Raphaël et Simone, et que on assiste aujourd'hui à des phénomènes de co-création, que l'on crée autre chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Là c'est un aspect extrêmement intéressant de nouveautés créatives qui me semble d'un grand intérêt. Mais j'insiste surtout sur les aspects éducatifs, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'esprit des jeunes. Des tout jeunes, des adolescents et des petits aussi, parce que la médiasphère, ça enveloppe aussi les enfants. Et ça me semble un phénomène de grand intérêt. En plus, le procès que dénonçait Platon se répète en ce moment c'est un nouveau passage de ce procès, parce que la mémoire, encore une fois, est déléguée à quelque autre chose. Au temps de Platon, elle était déléguée à l'écriture, mais non, elle est déléguée aux mémoires électroniques. Et donc, il y a plein de jeunes qui ne connaissent plus, par exemple, un aspect qui était très étudié, c'est la perte de la connaissance des proverbes chez les jeunes. Ils ne connaissent plus les proverbes. On dira, c'est pas grave, mais non. Ça, c'est un aspect important de la connaissance générale diffuse, et donc c'est un aspect essentiel de la connaissance du passé. En plus, ici, Michel Serres pourrait vous dire que, justement, ce recours à Internet comme, au fond, une mémoire constante et consultable à merci, libère l'esprit pour autre chose. Peut-être, mais les progrès, ça constitue une sorte d'héritage important de la tradition. Je ne veux pas insister sur le terme tradition parce que je ne veux pas jouer le rôle de quelqu'un de droite, hein, que ça soit clair. Mais quand même, comme on vit tous de passé mêlé avec le présent et le futur, là, le passé perd de jour en jour plus de place. Un autre élément qui me semble important, c'est la perte de la connaissance des algorithmes chez les jeunes. Par exemple, ils ne savent plus faire les racines carrées. Ou même les divisions. Voilà, ça c'est une vous savez, délégation. Moi qui ne suis plus chiffré, je n'ai pas attendu Internet pour mal faire mes racines carrées. Hein. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Le processus était déjà évident au temps des calculatrices. Mais maintenant, il est explosif, éclatant. Et donc, il y a toujours, de jour en jour, un procès de perte de quelque chose qui ne correspond pas toujours à l'acquisition de quelque autre chose. Ça me semble, pour l'instant, un bilan très déséquilibré. C'est la cognitivité en question. C'est ça. Précisément, c'est l'aspect qui m'intéresse le plus dans votre livre, parce que c'est pas seulement un ouvrage de réactionnaire plaintif qui se plaint que le vieil humanisme disparaît avec le texte. Je suis d'accord avec vous. Vous analysez, par exemple, la façon dont grâce à la médiasphère, de nouvelles fonctions de l'esprit sont activées, parce qu'on doit effectivement en permanence surveiller ces différents écrans qui nous surveillent. Dans le même temps, des vieux modules, des vieilles fonctions, dites-vous, que nous avons utilisées depuis des siècles, sans nous en rendre compte, pourraient bien retourner
au repos et peut-être y demeurer à jamais. Vous utilisez le concept d'exaptation, qui est très chouette. Hein. Ça vous a plu aussi, Marc, biologique, hein. Bien sûr. Hein, il y a du train à l'exaptation. Voilà. Oui, l'adaptation, c'est le contraire de l'adaptation. L'adaptation, c'est une fonction qui crée un organe. Alors, expliquez-nous ce que c'est que l'exaptation, qui est donc le contraire. C'est-à-dire que, quelque part, ce sont ces outils nouveaux qui créent en nous de nouvelles fonctions qui vont se créer au détriment d'anciennes. Et qu'on n'en avait pas besoin a priori. À l'origine biologique, élaboré par Stephen Jay Gould il y a 30 ans, qui a eu beaucoup de succès dans le domaine de la biologie et des études sur l'évolution. L'exemple qu'il fait, Stephen Jay Gould, est le suivant. À un certain moment, les oiseaux se sont trouvés des ailes, c'est-à-dire des parties du corps qui étaient modifiées, avaient changé de forme. Et à un certain moment, ils se sont dit, pour ainsi dire, écoute, je voudrais commencer à voler, à essayer à voler avec ces ailes. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais on commencera à voler. Ça c'est l'exaptation, c'est-à-dire on se trouve un organe et on commence à l'employer et ça développe chez le possesseur de cet organe des besoins tout à fait nouveaux. Ça, c'est le cas, à mon avis, de la médiasphère. On a des objets, des trucs technologiques, tels que l'iPad ou le téléphone portable, et on voit que l'on commence à avoir des besoins tout à fait inconnus auparavant. Par exemple, ce besoin de communiquer tout le temps, d'être connecté tout le temps. De contrôler tout le temps les messages. Du coup, le nom même qu'on appelle les réseaux sociaux, la sociabilité. La quantité de messages qu'on envoie autour du monde, ça, il me semble, actuellement, il s'agit de 5 milliards de messages par jour. Donc, c'est un trafic. Où était-elle la nécessité de communiquer que se manifeste et se concrétise dans ce trafic de messages? Personne ne savait d'avoir un tel besoin de communiquer jusqu'à ce que les instruments ne se sont présentés. Alors ça, c'est l'exaptation. Naturellement, il y a des phénomènes d'exaptation qui ne sont pas aussi positifs que ça. Par exemple, l'augmentation énorme de la consommation d'images pédophilie et de pornographie est un autre phénomène de ce type. C'est-à-dire, en disposant du truc technologique qui nous permet de faire des choses qu'il était interdit ou impossible techniquement de faire auparavant, on commence à les faire. Voilà. Alors, jusqu'à quel point arrivera-t-elle cette forme d'exaptation? Quel autre besoin créera-t-elle dans nos esprits? Ça, c'est un problème, à mon avis, extrêmement intéressant, parce que les applications éthologiques et écologiques de la médiasphère ne sont pas toujours positives. Il y en aura bien des négatives, et là, je crois que la réflexion doit bien s'installer. Brice Couturier. Je vous lis depuis longtemps parce que j'avais vu votre premier article dans le débat qui portait précisément sur la gauche européenne qui avait eu beaucoup d'écho en France puisque du coup ça a été connu. Bon. Ouais. Et je trouve qu'il y a dans votre démarche toujours à peu près la même chose et je voudrais vous interroger dessus. Quelque part, vous êtes quelqu'un qui, au nom de la gauche et de valeurs traditionnelles de la gauche, humaniste et rationaliste pour être court, critique le monde d'aujourd'hui parce qu'il est hédoniste, jouissif, transgressif et irrationnel quelque part et que pour vous, ce sont des valeurs droitières. Ça se discute, parce qu'il peut y avoir aussi une gauche 68arde, libertaire, qui peut penser au contraire que ces valeurs sont précisément les siennes. Mais du coup, ça vous met dans une situation de censeur, de vieux caton, de la modernité néolibérale, qui passe son temps à dire que les choses vont de plus en plus mal, et que finalement la gauche n'a plus aucune chance dans ce contexte-là, puisque tout va vers une individualisation croissante, va vers le plaisir, l'hédonisme, et pas vers le devoir, la retenue et le partage. Le rôle dévolu à la gauche serait d'annoncer que les sacrifices. Alors voilà. Non, mais vous donnez une synthèse un peu orientée de mes idées. Hein. Je suis vieux, bien sûr, mais pas Caton. Et donc, je revendique Caton l'ancien. Que je me sens quelqu'un de moderne qui s'inquiète de la direction de la modernité, plutôt. Et là, je ne critiquais pas le monde moderne, mais je critiquais le fait que la gauche n'est pas à la hauteur des temps modernes. Et pas au nom des valeurs traditionnelles, parce que ce qui manque à la gauche en ce moment, c'est la capacité d'élaborer des valeurs qui soient intonnées, elles, à la situation actuelle de la modernité. Donc elle est décalée par rapport
Mais vous ne laissez aucune chance, parce que si on vous lit, on a l'impression que la gauche est à rebours de l'esprit du temps. Donc finalement, on ne remonte pas un fleuve. Hein. Elle a raté la formule que j'emploie normalement, c'est qu'elle a raté des rendez-vous historiques majeurs, tels que par exemple le développement de la Chine et de l'Inde, ou même la naissance de la médiasphère qu'on a considérée comme une nouveauté technologique, tandis qu'il s'agissait d'une révolution cognitive. Ce sont des rendez-vous qu'elle a perdus, qu'elle a ratés, et ça explique le fait qu'elle revendique des aspects qu'elle devrait effectivement critiquer. Par exemple, l'acceptation totale du néolibéralisme capitaliste. Et pourtant, si l'on reprend les clichés en même temps, tout de même, Raphaël et Simone, qui font penser que tout cela n'est pas seulement que d'une sorte de poubelle, ou que la médiasphère ne serait pas, ou ne produirait pas que du négatif. On va ressortir l'exemple tarte à la crème, mais qui a des parts de réalité si on s'y intéresse de près, notamment dans ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais en tout cas dans la façon dont certains ont organisé des connexions pour se regrouper, manifester, faire passer des savoirs secrètement dans des États où la censure était forte. Cet exemple en Tunisie récemment, juste après que Ben Ali soit renversé, cette Tunisienne me disant « Je critiquais mon fils à cause du temps qu'il passait devant l'ordinateur à faire des bêtises, et je me rends compte qu'en fait, il préparait la révolution. » Est-ce qu'on ne confond pas tout de même la question au fond du tuyau et des contenus, et puis de l'usage de ce que font les utilisateurs, ou comme dirait Apple, les consommateurs justement de la nouvelle technologie? Écoutez, je crois qu'il est imprécis de dire que je critique, parce que là, mon attitude, c'est plutôt d'analyser. Oui, mais enfin, le constat que l'on peut faire n'est pas encourageant quand même, à partir de votre constat. Non, j'invite à réfléchir sur ce qui se passe en ce moment sous nos yeux, et que nous considérons que presque tout le monde considère de façon naïve et spontanée comme quelque chose d'exclusivement positif. Je dis, attendez un instant, analysez le problème sous tous ses aspects, et rendez-vous compte qu'il y a bien sûr des aspects énormément positifs. Par exemple, la rapidité de la communication, la rapidité de la possibilité de retrouver des renseignements qu'on trouverait nulle part, etc. Mais il y a aussi des aspects négatifs ou même ambigus, tels que ceux qui se présentent dans le domaine de l'éducation. La médiasphère dans l'école et chez les jeunes, ça me semble un sujet explosif qu'on n'a pas encore examiné attentivement. Et qui est un sujet, cela dit, extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on sait qu'il y a, en tout cas en France, beaucoup de professeurs qui se battent pour que l'on reconnaisse, au contraire, l'usage même, et que l'on utilise l'usage même davantage d'Internet. Pratiquement partout. Je voudrais vous faire écouter l'opinion de quelqu'un qui, justement, est dans ce numéro du débat dont parlait Brice Couturier, qui est Dominique Cardon, sociologue au laboratoire de France Télécom, chercheur associé au Centre d'études des mouvements sociaux de l'École des hautes études en sciences sociales. Et bien justement, en plus, qui va s'exprimer sur un extrait trouvé sur Internet. Vous voyez comme quoi on trouve de tout sur Internet, y compris au fond la propre critique du système. C'est une vidéo sur Dailymotion, passionnante, du 6 juillet 2012. Et justement, il y évoque, entre autres, c'est un extrait de 55 minutes de conférence, cette notion au fond de la poubelle. Dominique Cardon. Entre les sites les plus lus sur Internet, les sites des médias notamment, des médias traditionnels. Et puis le blog de votre cousine, qui a un jour écrit un post, dont elle a envoyé le lien à son ami, et puis qui n'est plus jamais revenu dessus, qui a oublié le mot de passe de son blog, etc. Il y a un écart qui est considérable. Et la question de la visibilité sur Internet est en fait au cœur même des pratiques de tous les internautes. C'est un espace de compétition pour être visible. 60% des sites de l'Internet sont jamais vus, jamais lus, jamais consultés. En fait, c'est des sites morts. Donc, c'est pas parce que c'est accessible, au sens de la visibilité, que c'est vu. Et que ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est qu'il y a une échelle de la visibilité incroyablement distribuée sur Internet. Alors, les mathématiciens appellent ça loi de puissance. C'est une loi de Pareto renforcée, on pourrait dire. Enfin, la loi de Pareto étant une loi de puissance. Et donc, une partie des informations nulles, inintéressantes, conspirationnistes, racistes, dangereuses, on ne les trouve que si on les cherche vraiment.
On transfère la responsabilité vers l'internaute, en fait. Si on veut, moi, ça fait des années que je travaille sur Internet, je ne tombe jamais sur des sites antisémites, tout simplement parce que j'ai jamais mis les bons mots-clés dans le moteur de recherche. Une navigation ordinaire et normale sur Internet ne nous fait pas tomber sur ces sites parce qu'ils ne sont pas dans les zones de haute visibilité qui ont été linkées par l'ensemble des internautes. Donc Internet est bien une poubelle, mais c'est une poubelle dans laquelle on trouve quand on va fouiller, quand on va fouiller de façon délibérée à l'intérieur du web, ce qui a été filtré par l'intelligence collective des internautes, je fais juste cette incise, beaucoup de travaux de recherche le montrent maintenant, ne fait jamais souvent que reproduire des formes de hiérarchisation sociale et culturelle qui sont très proches de ceux de l'espace public traditionnel, et c'est pas pour rien que ce sont les sites des journaux traditionnels qui sont en tête des moteurs de recherche sur toutes ces informations. Voilà, donc un extrait de Dominique Cardon que l'on peut retrouver sur Dailymotion à la date du 6 juillet 2012 et qui publie en ce moment « Démocratie et Internet, promesses et limites à la République des idées ». Alors, Raphaël et Simone. Je tends à être d'accord avec ce que dit Cardon, parce qu'il me semble que réellement Internet c'est une poubelle. Mais là, il faut bien distinguer pas les différents aspects d'Internet, mais les différents usagers d'Internet. Les usagers comme moi, par exemple, je sais assez clairement ce que je dois faire, ce que je cherche et ce que je veux. Et même si je me perds de temps en temps dans les sentiers latéraux, normalement, je suis à même de revenir sur mon chemin et de reprendre la recherche. Mais qu'est-ce qui se passe chez les jeunes et les enfants? Il y a une différence entre le style de navigation d'Ulysse et celui de Christophe Colomb, n'est-ce pas? Christophe Colomb voulait aller dans une direction et il est arrivé dans une toute autre, tandis qu'Ulysse, même en hésitant, en errant, etc., il est arrivé chez lui finalement. Alors, ce sont deux styles tout à fait... Il a mis du temps à rentrer parce qu'il voulait pas rentrer tout de même trop vite. Oui, justement. mais il savait... Il voulait prendre des chemins de traverse. C'est comme Pinocchio. Il voit le manège, il va au manège d'abord. Il savait bien où il voulait aller. Oui. Et alors, finalement, il a perdu beaucoup de temps, il a fait énormément d'expériences. Jean-Pierre Vernant vous dirait qu'il a pris son temps. Il a pris son temps, pas perdu. même, mais finalement, il est arrivé à son bout. Et alors, ça, c'est une différence importante, parce qu'on parle justement de navigation, et c'est une métaphore de grande intelligence. Mais les navigateurs sont différents. Les jeunes ne savent pas naviguer, ils se perdent. Même des adultes se perdent dans la toile, ils sont perdus, pris et perdus dans la toile. Et alors, pour les gens comme moi, c'est un moyen de plus pour faire les choses qu'on faisait auparavant. Pour des autres, ça peut être une drogue dangereuse. Je crois qu'il faut bien réfléchir là-dessus. En plus, comme la toile exalte le narcissisme, tout le monde le sait, et induit par exemple à se créer des identités fausses, à créer des Vous sites... parlez du problème du fake, et que du coup, sites, vous mettez un point de dérogation à démocratie numérique. Exactement. Et alors, ça stimule des aspects, disons, qui ne sont pas sûrement les plus positifs de l'esprit et de la personnalité humaine, qu'il faudrait en même temps contrôler. Je cite dans mon livre une recherche de deux psychologues sociaux des États-Unis qui ont remarqué que dans le courrier électronique, on tend à mentir beaucoup plus que dans la correspondance en papier. Ça, c'est bizarre. Mais c'est un aspect intéressant parce que ça veut dire je me cache derrière l'invisibilité physique, l'immatérialité du médium dont je me sers, parfois même derrière l'anonymat dans lequel je communique. Si j'ai, par exemple, un account fake de courrier électronique, et je commence à mentir. Jusqu'à quel point peut-on arriver de cette manière? Ça, ce sont des pistes qui s'annoncent, qui se présentent, et qu'il faudra, je crois, examiner jusqu'au fond, jusqu'au bout. Brice Couturier. Moi, j'ai le sentiment en vous écoutant qu'en fait, ce que la révolution numérique a fait, c'est amplifier des tendances préexistantes. Je citais cet article du débat de cette directrice du département de sciences humaines d'Armand-Collin. Elle dit le papillonnage, il existait déjà chez les étudiants. Vous nous dites la culture, l'usage de la culture chez les jeunes aujourd'hui est beaucoup plus erratique. Ils sont plus dans le vagabondage en réalité, dans la divagation que la navigation. Ça existait également. L'auto-persuasion, le fait beaucoup de gens qui travaillent sur Internet nous disent en réalité on n'apprend rien sur Internet parce qu'on va rechercher les choses qu'on sait déjà.
On veut s'auto-persuader qu'on a déjà raison et on ne va pas du côté des think tanks ou des sites qui nous disent autre chose que ce que nous croyons savoir. Ça aussi, c'était déjà le cas. Quant à ce que vous n'aimez pas non plus, c'est-à-dire que l'autorité de l'auteur soit remise en cause par ces lecteurs qui sont capables de collaborer à une œuvre collective, c'est un processus de démocratisation qui existait déjà depuis longtemps en réalité. Pas seulement par rapport à l'œuvre, mais le fait que l'autorité de n'importe quel blogueur aujourd'hui peut détrôner celle d'un grand professeur, d'un grand universitaire établi, mon Dieu, ça fait partie de la démocratisation et c'est plutôt une bonne chose. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une nouveauté radicale ou il y a juste l'amplification de tendances qui préexistaient à la révolution numérique? Raphaël et Simone. À mon avis, ceux qui disent que toutes les choses que la toile permet actuellement existaient déjà banalisent le procès et le phénomène. Je crois, et je m'efforce de démontrer dans mon livre, qu'il y a une fracture totale entre le passé et le présent de la cognition et du comportement, aussi politique, et donc que tout ce que nous faisons dans la toile paraît semblable à ce qu'on faisait auparavant, mais en réalité c'est tout à fait différent. Par exemple, l'abondance des références, l'intensité de la navigation, la multiplicité des trouvailles, etc. Ça, c'est un changement drastique par rapport au passé. Et vous utilisez une métaphore pour cela. Vous dites qu'au fond, il n'y a plus la charpente. C'est ça. C'est aussi un des... La charpente, la connaissance est complètement changée. Il manque la charpente, puisque au fond, on navigue constamment entre apprendre, relire, et puis au final... tout oublié, puisque tout est sans cesse et à nouveau sans arrêt réaccessible. Mais encore une fois, on pourrait vous dire que cette réaccessibilité permanente est une des qualités qui compense notre faculté à oublier. Mais bon, nous ne trancherons pas le débat, évidemment, ce matin. Certains disent, je vois sur justement cette affreuse machine qui communique des informations, certains disent, Raphaël et Simone est en fait un Alain Finkielkraut, bonjour Alain, est un Alain Finkielkraut avec l'accent italien. Vous pouvez le prendre comme un compliment ou comme une Moi, critique. je le sens comme un compliment. Voilà. Oui, parce qu'en fait, le débat, c'est autour de l'humanisme. Ouais, savoir si la culture humaniste... c'est ça, le fond du... C'est pour ça que Finkielkraut est sur ce combat-là depuis longtemps. Parce que lui, il défend cette culture humaniste qui lui semble menacée par les outils de la modernité. Il est cité quelque part dans mon livre, en fait. Voilà, exactement. Et est-ce que, du coup, pour terminer, on pourrait voir dans ce prix dans la toile quelque chose qui ferait écho au monstre doux de façon pas si lointaine, à savoir quelque chose qui dénonce effectivement une pratique de l'hédonisme, parce que vous parlez presque de rapports presque orgasmiques à ces machines qu'on n'en finit pas de caresser, de toucher, de titiller, d'ouvrir impatient, de refermer. Mais il est évident que ça crée une dépendance physique que tout le monde voit. Et donc, il y a quelque chose de mystérieux dans ce truc, parce que l'accès à ces trucs est absolument maniaque. Et donc, il y a des gens qui sont toujours connectés. Si vous allez dans les cafés ou dans les trains ou dans les aéroports ou n'importe où, vous voyez des gens qui passent tout le temps avec un téléphone, avec un écran dans les mains. Donc, est-ce qu'on surveille ou est-ce qu'on est surveillé? Les deux choses ensemble, je crois. En plus, donc, il y a quelque chose d'obscurément attrayant qu'il serait intéressant d'explorer aussi du point de vue psychologique. C'est pas mon domaine, mais c'est un sujet de grande importance. Ça serait le syndrome Pinocchio. Peut-être.